Bon, les mathématiques font partie de toutes les civilisations que nous connaissons. Et en fait, ça a été souvent l'écriture des nombres qui a permis l'accès à certaines langues ou civilisations. Bon, je pense comme exemple typique au déchiffrement du linéaire B en Crète, eh bien, ça a été à partir de la façon de désigner les nombres que Vandriès a déchiffré le linéaire B et constaté que c'était du grec écrit à la manière crétoise ou mycénienne de l'époque. Dans la civilisation mésopotamienne, l'écriture cunéiforme comprend l'écriture des nombres et les nombres sont une voie d'accès. Ça a été largement exploré au cours des dernières années, de même que a été bien explorée la contribution des mathématiques à la civilisation chinoise. Les Chinois ont pratiqué le système décimal depuis des millénaires. Et puis à la civilisation indienne. Et il y a à l'heure actuelle une étude européenne qui est menée sur la comparaison des approches des mathématiques à Babylone, dans l'Inde, en Chine. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des mathématiques chinoises, des mathématiques babyloniennes et des mathématiques indiennes, mais il y a des façons d'aborder les grands thèmes qui se recoupent, des interférences, et c'est un objet d'étude tout à fait intéressante. Sur les mathématiques babyloniennes, je dois juste dire un mot. Ils avaient en vue la comptabilité, comme toujours, l'astronomie, comme toujours, et puis la comparaison des grandeurs, des volumes, des poids, des quantités, etc. Et ils avaient des systèmes de numération qui correspondaient à chaque type de grandeur. Et puis il a germé à partir de là ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire la numération à la base de 60, que nous retrouvons maintenant avec la mesure des temps, la mesure des angles, etc. Ils avaient une façon de traiter le calcul qui est extrêmement intéressante, qui est bien étudiée maintenant. Dans la mesure des grandeurs, je voudrais juste indiquer un aspect. Il s'était aperçu qu'on ne peut pas mesurer toujours une grandeur donnée, la longueur d'un ruban, à l'aide d'une unité, l'unité de la toise de l'époque. Il y a un nombre entier de toises qu'on peut mettre dans un ruban, et puis il y a un reste. Et avec le reste, on peut essayer de mesurer la toise. Et ça donne des fractions de la forme un nombre entier plus l'inverse d'un nombre entier. C'est la fraction qu'on appelle babylonienne, et il faudra que j'y revienne, parce que c'est l'amorce de ce que je développerai tout à l'heure, les fractions continuées ou fractions continues. J'aimerais dire un mot de l'Égypte à cause de la trace profonde que l'Égypte a exercée sur les Grecs, dont ils ont rendu compte, n'est-ce pas? La légende du dieu Théut apportant les nombres et l'écriture au pharaon de l'époque. Le pharaon acceptant les nombres et refusant l'écriture. Ça, c'est dans le Phèdre de Platon. Platon était fasciné par la façon dont les enfants en Égypte apprenaient les mathématiques. Il y revient à plusieurs reprises. J'ai prononcé Platon. Il ne faut pas se méprendre. Je ne suis pas platonicien. La plupart des mathématiciens sont platoniciens. Et plus ils sont actifs, plus ils sont platoniciens. Parce que quand on fait des mathématiques, on a conscience de découvrir des choses et pas de les inventer. On est devant une réalité dure. Et cette réalité dure, on est tenté de lui donner l'aspect que Platon a développé, c'est la réalité de la lumière qui se trouve en dehors de la caverne. Les hommes sont dans la caverne et ne voient que le reflet des choses, et puis les philosophes et les mathématiciens sont capables d'échapper à la caverne, d'avoir accès à la lumière, et par conséquent aux données